Eh bien, je suis professeure de philosophie politique au Centre Sèvres, qui est la faculté jésuite de philosophie et de théologie. Et puis, je dirige un programme de recherche à l'ESSEC dont le thème est entreprise et développement. Dans ce cadre-là, nous avons un certain nombre de conventions de recherche avec soit des multinationales, des ONG comme le CCFD, une convention aussi avec l'Agence française de développement, pour essayer d'étudier les effets de l'activité du secteur privé, et notamment de multinationales, sur le développement dans plusieurs pays du Sud, qui sont à la fois peut être l'étude des effets de l'activité pétrolière au Nigeria, des programmes liés au recyclage des déchets de Danone en Indonésie et au Mexique. On a étudié le raccordement de la ville de Nagpur par Veolia en Inde, raccordement à l'eau, et puis une convention sur un indicateur de capacité relationnelle qui est un peu le fil conducteur de nos recherches, qui est de mettre l'accent sur la question du lien social et de la cohésion sociale. Très bien. Alors d'abord, vous étudiez les impacts donc, des grands groupes dans ces pays, mais vous l'étudiez sous quel plan? Économique, écologique, sous quel aspect? Alors, c'est une très bonne question. On étudie l'impact de ces grands groupes sous l'angle de la contribution au développement durable de ces pays, de ces territoires. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai démarré ces recherches il y a une douzaine d'années, je m'étais dit que je laissais largement de côté les enjeux écologiques pour me centrer sur les enjeux économiques et sociétaux. Parce qu'à l'époque, je me disais que je pouvais séparer les choses et puis que j'étais pas très compétente sur les aspects écologiques et qu'au fond, déjà de se préoccuper des enjeux sociaux en lien avec les effets de modèles économiques, c'était déjà beaucoup. Maintenant, c'est impossible. Je me rends compte que c'est absolument impossible de dissocier les choses. Donc, en fait, j'essaye de regarder la manière dont des entreprises mettent en œuvre des projets qui essayent de respecter un certain nombre de critères environnementaux, sociaux, sociétaux. Et on essaye de regarder, alors c'est sous un angle à la fois éthique et politique, les points de tension entre les principes ou les intentions affichées par les entreprises et puis les difficultés qu'elles peuvent rencontrer sur le terrain. Voilà, je dirais que souvent on peut considérer que l'activité économique elle est traversée de tensions d'ordre divers et que notamment la grande tension évidemment c'est entre les exigences de retour sur investissement financier à court terme puis des engagements à la fois sociétaux, environnementaux à long terme. Donc la question c'est de savoir comment les entreprises transforment l'essai et puis quelles retombées ça a vraiment concrètement pour le développement des territoires où elles se trouvent. Très bien. Et les retombées pour les entreprises aussi? Et les retombées pour les entreprises, parce qu'on peut penser que si une entreprise est implantée sur un territoire d'une manière qui contribue à la fois à créer de l'emploi, en respectant les écosystèmes, en faisant en sorte qu'elle soit, alors les entreprises parlent d'acceptation sociétale, j'aime pas trop le terme, mais au moins ça veut dire c'est comment est-ce qu'elles mettent en œuvre dans leur façon de faire avec un certain nombre de parties, ce qu'on appelle les parties prenantes, comment est-ce qu'elles cultivent des relations de bonne qualité qui, à mon sens, doivent passer par une réflexion sur des critères de juste partage de la valeur qui est créée par ces entreprises. Donc ça pose toute la question aussi des chaînes de valeur internationales et d'essayer d'éviter, notamment par des pratiques qui ont été malheureusement des pratiques très fréquentes des grands groupes ces dernières années, les pratiques d'optimisation fiscale, on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment via ce qu'on appelle les prix de transfert. On sait que les entreprises sont capables de transférer du profit vers les paradis fiscaux. Et il y a, je pense, un enjeu très fort à reconsidérer les manières de pouvoir taxer les entreprises là où elles créent de l'activité. Donc, notamment aussi dans les pays du Sud. Très bien. Alors, vous développez un concept qui est l'indicateur de capacité relationnelle. Oui, alors ça fait un peu jargonnant, capacité relationnelle. Alors c'est cette idée que la relation est au cœur du développement humain. Bon, c'est peut-être, c'est du bon sens que de le dire, mais je pense que c'est important de le rappeler parce qu'au fond, on peut peut-être oublier que c'est finalement si on pense à ce qu'est un développement socialement durable, je pense que c'est avant tout qu'une entreprise ou qu'une agence de développement ou que des pouvoirs publics soignent ce que j'appellerais la qualité du lien social et écologique, en pensant aussi aux générations futures et à la qualité des relations avec les écosystèmes. Alors notre indicateur de capacité relationnelle, justement, il s'appuie sur un cadre qui est l'approche des capacités, qui a été proposé par l'économiste indien et prix Nobel d'économie Amartya Sen, avec Martha Nussbaum, qui est une philosophe, et puis un certain nombre de chercheurs en sciences sociales. Je trouve justement que c'est déjà au point de départ une perspective intéressante, parce qu'elle nous dit que l'économie n'est pas la seule maîtresse de la mesure du développement, qu'il est important de se poser la question aussi du point de vue d'autres disciplines. Et donc l'approche des capacités essaye de regarder ce que les initiateurs appellent les capacités à faire et à être des personnes et des groupes.
C'est-à-dire qu'on regarde aussi bien la contribution d'un projet au développement matériel des populations, mais on regarde tout aussi bien justement ce qui fait la qualité des relations interpersonnelles, la manière dont les personnes prennent des décisions, la façon dont elles participent à la vie politique des lieux dans lesquels elles se trouvent. Mais vous avez des indicateurs? Et nous, des indicateurs. Alors, chiffrés? Il y a des indicateurs chiffrés. Et nous avons élaboré avec Gaël Giraud, qui est un économiste, donc cet indicateur de capacité relationnelle qui prend en compte 3 grandes dimensions. Alors, une dimension qui est plus liée aux aspects matériels, peut-être, qui est la façon dont les personnes sont connectées. Est-ce qu'elles ont accès, est-ce qu'elles vivent seules ou pas? Est-ce qu'elles ont accès à des moyens de transport, à des moyens d'information, de communication? Ça, c'est la première dimension. Il y a une deuxième dimension qui a trait aux liens privés, interpersonnels. Est-ce que je suis aimée? Est-ce que j'ai des proches? Est-ce que j'ai des personnes proches vers qui je peux me tourner en cas de problème? Et est-ce que j'ai confiance envers les autres? Et puis la troisième dimension, c'est ce que nous avons appelé l'engagement civique, une dimension plus politique, qui est la question de savoir si la personne peut participer à des groupes, si elle vote, si elle participe à des manifestations, si elle participe à des travaux d'intérêt collectif dans son village, dans sa société, si elle a confiance envers des personnes qu'elle ne connaît pas personnellement. Voilà. Et le fait de regarder alors à la fois chacune des dimensions pour elle-même, et puis d'avoir cet indicateur aussi agrégé qui combine ces dimensions, je trouve que c'est une manière de mettre au cœur de la réflexion sur le développement cette question du lien comme étant ce qui est fondamental. Et au fond, du point de vue ensuite, que ce soit de la manière d'évaluer dans les institutions internationales le développement humain, cet indicateur participe de cette réflexion en termes d'indicateurs alternatifs au PIB. Et je pense qu'une manière simple de résumer notre perspective, c'est de dire que plutôt que de faire ce qu'on appelle de faire du capital social, c'est-à-dire souvent ce qu'on entend par cohésion sociale, qualité relationnelle, on dit souvent du capital social, des réseaux de relations des personnes, que ce sont un élément important de la croissance économique. Nous, ce que nous disons, c'est que la croissance économique, ou le développement économique plutôt, devrait être au service de la qualité du lien social, de la cohésion sociale. Donc, si je comprends bien, vous faites passer des indicateurs qui sont du domaine traditionnel de la sociologie, de la psychosociologie, de la politique, dans le champ économique. Oui. C'est-à-dire que vous arrivez à numériser, chiffrer les éléments qui sont de l'ordre de l'humain? Voilà, alors c'est très difficile. Moi, j'ai des grosses préventions à l'égard de tout ça. Alors, on s'y est essayé avec Gaël Giraud parce que, d'une part, pour les entreprises fonctionnent, je dirais pas exclusivement, mais enfin largement à partir d'indicateurs. Donc, on se dit que c'est aussi important de les prendre sur leur propre terrain. Mais alors, ce que nous disons très fortement, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur quantitatif pertinent sans toute une étude qualitative qui accompagne l'interprétation de ces indicateurs. Et quand nous allons, par exemple, au Nigeria pour faire des enquêtes dans le delta du Niger, je pense qu'il y a un certain nombre d'informations sur la qualité des relations. Il y a des réseaux qu'on appelle les réseaux cultistes, des réseaux souterrains, évidemment, dont on ne peut avoir aucun écho par des enquêtes quantitatives avec des questions fermées. Puis qu'en plus, il y a tout ce qui est de l'ordre, évidemment, de la qualité des relations humaines. C'est très difficilement mesurable et c'est très difficile ensuite de mettre ça sous forme dans des rubriques, de le traduire en chiffres. Alors cela dit, je pense que nous, ce qu'on a essayé de faire, ça nous donne quand même, ça me permet, par exemple, si je reprends l'exemple du Nigeria, des pétroliers au Nigeria, c'est vrai que ce qui est très frappant, c'est de voir combien un certain nombre d'actions sociétales menées par les pétroliers depuis assez longtemps et d'une manière, en fait, qui fait que, de facto, les pétroliers remplacent les pouvoirs publics dans des zones dans lesquelles la corruption est ultra présente. Et finalement, au fur et à mesure des années, les pétroliers ont été amenés à remplacer ces pouvoirs publics en termes de construction de routes, de dispensaires, d'écoles et autres, d'infrastructures, de contribution à de la formation professionnelle, enfin tout un tas de choses. Mais alors, et donc, on prend les enquêtes que nous avons menées sur les sites de Total et d'Agip dans un local government, dans un territoire du delta du Niger, on voit très bien que, en termes d'amélioration des conditions de vie matérielles, même en termes d'accès accru à la santé, à l'éducation, les populations ont un niveau de vie supérieur à ce qui peut se passer pour des villages qui ne sont pas, entre guillemets, sous perfusion des pétroliers de la même manière.
Mais ce qu'on voit aussi, et ce qui est extrêmement préoccupant, c'est qu'en termes de lien social, et notamment y compris par exemple de confiance à l'intérieur même des familles, on voit une détérioration. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Ça en dit long sur les réseaux clientélistes et sur le fait qu'on a finalement amené les entreprises à faire des choses vis-à-vis desquelles elles ne devraient pas être directement responsables. Ça, je pense que ensuite les torts sont partagés sûrement entre les entreprises, les pouvoirs publics, et parfois même aussi des représentants des villageois qui, au départ, sans doute défendaient les intérêts des populations locales et puis qui maintenant sont ce qu'on appelle au Nigeria des benefit captors, des capteurs de bénéfices, c'est-à-dire des gens qui en fait captent la rente pétrolière pour eux-mêmes ou pour leurs très proches. Voilà, ce qui crée des distorsions et une détérioration du tissu social. Alors, je reviens à vos indicateurs de capacité relationnelle. À terme, ce sont des indicateurs qui peuvent entrer dans la valorisation d'un groupe ou d'une entreprise. Est-ce que ce sont des indicateurs, puisqu'ils sont chiffrés, qui peuvent entrer par exemple au bilan? Alors, dans le bilan, on n'y est pas encore. En revanche, dans tout ce qui est reporting extra-financier, je pense que ce type d'indicateur devrait pouvoir s'insérer très très bien. C'est pas le cas aujourd'hui? Alors, c'est pas le cas directement. Parce que ensuite, il faut que ça soit intégré dans les référentiels internationaux auxquels les entreprises font référence. Alors, on en trouve des touches. La grosse difficulté de ces indicateurs, quand les entreprises décident ce sur quoi elles communiquent, c'est qu'elles ont le choix. Et donc, on ne trouve pas systématiquement dans les reportings extra-financiers de ces entreprises ce type d'indicateur. Moi, je pense qu'on devrait mettre l'accent très fortement là-dessus. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir la façon dont des institutions internationales sont en train de se dire que c'est très important d'évaluer aussi non seulement donc les effets d'activité des entreprises, mais aussi le niveau des pays sur ces sujets-là. Voilà, donc je pense que c'est en train de prendre de plus en plus de poids, mais on peut espérer que ça le devienne, et peut-être qu'il faudrait aussi, là, de la part des pouvoirs publics, une exigence plus forte en termes de contenu de reporting. Et je crois qu'on est en train d'y venir, donc voilà, c'est un sujet qui est en train de prendre plus de poids. Très bien, merci beaucoup.